Salam alaikum. Donc, on va continuer le deuxième chapitre. Donc, on va voir les fonctions et pointeurs. Donc, je vais commencer par citer les différences entre C# et C++ en ce qui concerne les fonctions. Donc, les fonctions, c'est un terme réservé pour le développement bien de la programmation fonctionnelle. Là, on est devant une programmation orientée objet. Normalement, il fallait parler des méthodes pour être dans la PO, mais du fait que dans cette partie, on va voir les fonctions de l'intérieur de la classe, c'est-à-dire on ne va pas traiter la PO maintenant, mais on va travailler juste avec les fonctions sans prendre en considération qui vont être utilisées de l'extérieur, utilisant donc des objets, ainsi de suite. C'est là qu'on va, en fait, on va parler des méthodes au lieu des fonctions. Là, on va rester dans, on va faire semblant de rester dans la programmation fonctionnelle et parler des fonctions au lieu des méthodes. Donc la différence, donc les différences majeures entre le C# et le C++, du fait que C# est une continuité de C++, il reprend le tout, et bien sûr il apporte des améliorations et des souplesses. D'accord? Donc, en ce qui concerne, premièrement, le passage d'argument par valeur, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, ce que vous avez vu en C++ ou bien C reste le même en C#. En ce qui concerne le passage par adresse, qui est très utilisé en C++, on utilise le A, donc l'adresse d'un argument, c'est-à-dire dire que la variable qui va être passée va contenir l'adresse mémoire d'une autre variable, ainsi de suite. Donc là, il n'y a plus de passage par adresse, mais on a un passage par référence. On va utiliser le mot-clé ref ou bien out. On va voir la différence par la suite. Dans le C#, on ne peut pas trouver d'implémentation de fonction en dehors d'une classe. Obligatoirement, il doit appartenir à une classe, c'est la PO. Donc là, on n'a pas besoin de définir un prototype comme c'était le cas avec C et C++. Donc il fallait mettre le prototype en haut si on va utiliser la fonction après le main. Donc là, on écrit où on veut la fonction, on écrit où on veut la fonction main, et ça va définir le prototype. En C#, une fonction admet en argument un tableau, chose qui n'était pas possible avec le C et C++, donc il fallait passer par un pointeur. Les fonctions C# acceptent un objet ou un argument, d'accord, c'est-à-dire on peut passer un objet, une instanciation de classe en C#, à partir de la version 4.2010, donc il accepte les arguments par défaut, les arguments. Mais c'est une façon de définir la surcharge, c'est-à-dire surcharger, ou bien surcharger les fonctions. Donc là, pour passage par valeur, donc on va voir l'exemple ci-dessous. Donc là, ici, on a la fonction principale, elle est toujours statique, du fait qu'elle sera utilisée sans entrer dans ces détails. On a une variable A, on l'a instanciée à 3 de type int, et on va faire appel à une fonction f qui admet en argument un entier, et on va afficher la valeur de A, d'accord? Donc on va partir vers la fonction f, donc on a la fonction statique, c'est une règle, donc C#, c'est que du fait que la méthode main est statique, obligatoirement, les fonctions, les appels, c'est-à-dire les fonctions qui seront appelées à l'intérieur de la fonction main doivent être statiques. D'accord? C'est une règle qu'il faut respecter. On va voir pourquoi dans la PO. D'accord? Donc la fonction f qui ne retourne rien void, elle admet un argument en entrée. Donc là, j'ai pas mis l'accent sur comment on définit une fonction, qu'est-ce que ça veut dire les parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire le void. Supposons que vous avez déjà les notions de base. Donc, cette fonction-là, donc statique, void, f, le nom de la fonction, entre parenthèses, les arguments, on peut mettre autant d'arguments, je pense qu'il ne faut pas dépasser le 16 ou bien 12. Là, le type de l'argument passé, il est de type int. Je l'ai nommé moi AA, juste pour le différencier de A. Et dans l'implémentation de la fonction f, j'ai initialisé ou bien modifié la valeur de AA avec 10. D'accord? C'est ce que le fonction. Donc logiquement,
on a passé la valeur a à la fonction f. Donc a égale à 3, on va se déplacer ici. Donc dans la fonction, on a l'argument, c'est-à-dire la variable déclarée en argument a, j'ai modifié la valeur 10. Donc la question, est-ce que cette modification va influencer la valeur de a qui est définie dans la fonction main? Automatiquement, non. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un passage par valeur, c'est-à-dire que il n'y a pas de lien entre la variable a et la variable aa. Là, la valeur de, c'est-à-dire que, donc si on trace la mémoire, donc on a le a, c'est ici. On a la valeur 3. Et cette instruction f de a, c'est-à-dire que quelque part, ça peut qu'elle soit juste à côté. Maintenant, la valeur, il y aura donc la variable, une case mémoire identifiée par AA, mais qui va recevoir la valeur de, c'est-à-dire de A qui est 3. Donc, ça n'a rien à voir de l'adresse. Et ici, on a modifié la valeur de A, donc automatiquement, je n'aurai plus 3, mais j'aurai 10. Et par la suite, ici, console.writeLine de A va afficher la valeur de A qui est la valeur 3. D'accord? Une fonction peut en renvoyer une seule valeur, donc c'est une règle. Alors, on a vu qu'avec le C#, elle peut envoyer un tableau, donc le tableau c'est le même entier, c'est-à-dire c'est une variable déclarée, ainsi de suite, est remplie. Et pour dépasser, si on veut renvoyer plus qu'une valeur, on peut commencer ou bien C# passer par utiliser le passage par référence. Qui a été donc utilisé avec CSS++ sous le nom de passage par adresse. D'accord, on va passer le passage par référence ici, donc c'est pas la peine d'utiliser le et comme dans la programmation, c'est-à-dire C. Donc on a l'équivalent à Hadak, c'est de faire F, c'est-à-dire en C++, on va déclarer un entier. Donc j'ai pas de stylet, j'ai écrit avec le clavier. Donc normalement c'est l'écriture à la C. On a dans l'appel on va faire logiquement c'est F de l'adresse de A. D'accord? C'est l'écriture à l'ancienne. Avec C#, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser le mot-clé ref, c'est-à-dire au lieu de l'adresse. Et dans la déclaration, dans l'implémentation de la fonction f, on va utiliser de même ref. Donc, on a void f, la fonction de f, elle admet en argument un entier que j'ai marqué comme étant ref, c'est-à-dire ses références, et le nom de la variable a, ainsi de suite. Donc, en mémoire, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va faire, c'est-à-dire essayer de tracer, de simuler la mémoire. Là, j'ai la variable a dans la fonction main. Je l'ai instanciée à 3. Donc, cette écriture-là, l'impact de cette écriture, c'est que j'ai passé la référence de A, c'est A. Donc, automatiquement, quelque part dans la mémoire, j'ai une case mémoire identifiée par AA. Donc, qu'est-ce qu'elle va contenir ici? Est-ce que c'est la valeur de A, c'est-à-dire quoi? Ou bien, il va faire référence automatiquement. On dit que c'est un passage par référence. Et on va trouver, c'est-à-dire si on projette sur ce qu'on a vu dans le C, maintenant on va trouver l'adresse, c'est-à-dire c'est l'adresse de A et pas la valeur de A. Et chaque changement sur le AA, c'est pas le AA qui est modifié, mais c'est-à-dire la case mémoire dont l'adresse est celle-là. Donc, quand je vais mettre ici, c'est-à-dire là, A égale à AA plutôt égale à 10, c'est-à-dire c'est le AA pointe vers 3 et pointe vers A, automatiquement j'aurai ici la valeur de 10 au lieu de la valeur au lieu de 3. D'accord?
c'est le passage par référence. Donc, on a un autre passage. On va utiliser cette fois le mot-clé out. La différence entre out et référence, c'est que quand on définit un argument d'une fonction comme étant un out, c'est un passage par référence et en plus, l'argument, c'est-à-dire au header, doit être initialisé. S'il n'a pas été initialisé, c'est-à-dire si la valeur n'a pas été modifiée dans le corps de la fonction, on aura une erreur, comme ici, c'est-à-dire l'exemple. Donc, on va voir A, donc int A, f de out A, donc il faut respecter cet appel. Quand je fais le out, c'est out A. Quand je fais ref, c'est ref A. D'accord? C'est un entier. J'ai modifié. Donc, c'est le même que ref. C'est l'équivalent à ref. Donc, parce que j'ai modifié la valeur de A. Par contre, dans l'exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré l'argument A comme étant out. Maintenant, j'ai fait une autre instruction. D'accord? Mais je n'ai pas modifié la valeur de A et automatiquement le compilateur va me signaler une erreur. Disons que le AA n'est pas initialisé, c'est-à-dire que out signifie que la variable ou bien l'argument AA passé doit être modifié, sinon c'est une erreur. C'est-à-dire on va forcer à ce que le code, les instructions à l'intérieur de la fonction modifie le contenu de AA. Donc là on parle de passage par référence de type out. D'accord, donc là, on peut passer un objet en argument. Donc là, j'ai déclaré une classe avec deux pers, d'accord, deux attributs. Donc nom et âge de type string et int. Donc là, j'ai rien fait. Et dans ma fonction principale, j'ai instancié un objet, donc on va voir Achievable. J'ai modifié, c'est-à-dire j'ai initialisé les attributs d'ILI et j'ai fait appel à la fonction f qui admet en argument un objet. Donc f, la voilà. Donc le C, c'était pas admissible, c'était pas autorisé. Donc là, on remarque que l'argument d'IANA, il est de type objet, c'est-à-dire de type pers et la classe TLT. Et je peux faire ce que je veux. D'accord? Donc là, on va voir un des ajouts, des atouts de C#, c'est-à-dire qu'il permet, c'est-à-dire on parle d'arguments qui sont variables en nombre et en type. En fait, c'est la surcharge, d'accord? On va la voir d'une autre. Là, c'est pas la surcharge jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle le passage paramétral. C'est-à-dire que la fonction DLT est destinée à ce que l'argument qui va, c'est-à-dire les éléments qu'on va lui passer, peuvent modifier de taille. C'est-à-dire là, voilà l'exemple. J'ai une fonction f, elle admet une chaîne de caractères, elle est alia. Maintenant, j'ai utilisé params. D'accord? J'ai déclaré un tableau, ça doit être un tableau, bien une chaîne de caractères, et le nom d'ILU, le nom de la variable parent. Donc, l'intérêt de l'écriture, c'est qu'à l'appel, remarquez bien que maintenant, donc la chaîne de caractères, elle est là. Maintenant, je lui ai passé deux éléments, deux entiers. D'accord? Deuxième exemple, je lui ai passé 4 entiers. Troisième exemple, je n'ai rien passé. Le quatrième, j'ai passé un tableau de 3 éléments. D'accord? Et c'est accessible. Et c'est permis plutôt. C'est bon? Donc là, on le trouve surtout dans les fonctions main, du fait qu'on ne sait pas ce qu'il va, c'est-à-dire que le programme appelant, on va lui passer en argument. Donc là, on va parler des arguments nommés ou bien les arguments par défaut. C'est à partir de la version .NET Framework 4, donc inférieur pour les versions 3.x, c'est pas supportable. D'accord? On va commencer par les arguments par défaut. Par défaut, c'est-à-dire si les arguments ne sont pas initialisés, automatiquement, ils vont prendre la valeur par défaut que j'ai définie lors de l'écriture. Donc, mon implémentation est celle-là. D'accord? C'est là le prototype, la signature de ma fonction. Elle s'appelle f, retourne un entier. J'ai déclaré deux arguments, le a et le b. Mais cette fois, j'ai initialisé leurs valeurs à 5 et 3 respectivement. D'accord? J'ai le droit avec le C#, comme avec le C++. Ce n'était pas permis avec le C. Donc, Hadi signifie que la fonction f peut être appelée ou bien utilisée de plusieurs façons. Donc, si j'appelle la fonction sans paramètre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
la valeur de A va recevoir 5, donc on est dans l'implémentation, et la valeur de B va recevoir 3. D'accord? On dit qu'on a utilisé les deux valeurs ou bien les deux arguments par défaut. Donc, si je passe un seul argument, 15, automatiquement, c'est A qui sera modifié. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si j'ai défini la fonction f avec un seul argument et dedans, donc j'ai fait b égale à 3 dans l'implémentation. D'accord? Automatiquement, j'aurai a égale à 15 et b égale à 3. Donc, je vais écrire Naya. Donc, f, donc, f, c'est-à-dire l'écriture AD, c'est l'équivalent à utiliser la fonction de cette façon avec les accolades. Maintenant, je vais définir le int a égale à 5. Point virgule. Et int, de même, b égale à 3. Et je continue mon implémentation. C'est comme si au lieu de a, donc je vais passer le a, c'est-à-dire au lieu de a égale à 5, c'est comme si je vais écrire f entre parenthèses, c'est-à-dire lors de la déclaration, int a. J'ouvre les accolades et je vais déclarer juste le b égale à 3, et ainsi de suite. Dans cette écriture, remarquez bien, si je fais f entre parenthèses virgule 15, n'est pas autorisé, d'accord? Parce qu'il faut commencer par, c'est-à-dire respecter l'ordre, d'accord? Donc, pour que ça soit autorisé, on doit passer vers ce qu'on appelle les arguments nommés, d'accord? Les arguments nommés, donc la même écriture, la même signature de la fonction f. Mais cette fois, je vais utiliser la propriété de nommage, c'est-à-dire le fait de nommer les variables. Je vais utiliser les 2 points. Donc, bien sûr, le B, c'est le B, le A, c'est le A. Même si, donc là, j'ai modifié l'ordre, mais toujours le B, il fait référence à ce B, et le A à ce A. Donc là, cette écriture est équivalente à B va recevoir 14, donc c'est le deuxième argument, A va recevoir 12. De même, là, donc A va recevoir 15 automatiquement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai fait un passage nommé par défaut pour A et le B, passage nommé de A est par défaut de 3, c'est-à-dire que B va recevoir 3 parce que je l'ai programmé par défaut. De même, donc là, j'ai utilisé donc passage nommé pour le deuxième argument, chose qui n'était pas possible, qui n'était pas possible pour juste le passage par défaut. Donc là, le A va recevoir 5 qui est par défaut et le B, c'est la valeur de 15. D'accord? Je peux utiliser ce que je veux. Maintenant, j'ai utilisé un passage par référence pour A. Maintenant, automatiquement, il faut respecter et garder toujours l'appel, le bon référence. Donc, A, c'est pour nommer. Et après, ref2, pour dire que c'est un passage par référence. Donc, on va voir un premier exercice qui consiste à écrire une fonction qui s'appelle initTable pour initialiser un tableau de 3 éléments, 25, 30 respectivement, et qui le renvoie en sortie. D'accord? C'est-à-dire que ma fonction initTable va admettre, en général, initialiser un tableau de 3 éléments. Je peux le passer en argument comme je peux ne pas le passer en argument, d'accord? C'est-à-dire si je veux déclarer un tableau de l'extérieur et passer juste le nom et le récupérer à la sortie. Sinon, je vais utiliser, c'est-à-dire sans argument d'entrée, mais il renvoie le tableau que j'ai initialisé, que je vais initialiser à l'intérieur de initTable en sortie. On aura une deuxième fonction qui va afficher les éléments de ce tableau. D'accord? Donc l'affichage, on va utiliser premièrement for, c'est-à-dire for, c'est la première partie initialisation, condition d'arrêt et l'incrémentation. Le for each c'est-à-dire permet de balayer un tableau sans problème, le while et le do while. Dans la fonction main principale, il faut déclarer un tableau et l'initialiser utilisant la fonction initTable. C'est-à-dire je vais déclarer mon tableau
et c'est-à-dire faire appel à la fonction initTable et lui affecter la valeur de retour de la fonction initTable. Aussi, dans la fonction main, il faut implémenter l'instruction switch pour demander à l'utilisateur de choisir s'il veut utiliser, c'est-à-dire l'appel à la boucle for, ou bien for each, ou bien while, ou bien do while. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut implémenter autant de fonctions pour, c'est-à-dire affiche table pour for, affiche table pour for each, affiche table pour while et affiche table pour do. D'accord? On va le faire ensemble. Je l'ai déjà fait. D'accord? Donc, là, remarquez bien que j'ai c'est-à-dire deux applications ou bien deux projets dans la même solution. D'accord? Chose qui est permise. C'est-à-dire, je crée mon projet, je peux, un bouton droit et add un nouveau projet. D'accord? Je peux ajouter un projet déjà utilisé, je peux faire ce que je veux. Et je peux ajouter autant de projets dans la même solution. D'accord? Et je peux même faire les appels à partir des deux projets sans problème. Je peux même faire créer un projet en VB.NET, je travaille avec Char, et faire l'appel entre les deux, c'est sans problème, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, le problème qui se pose quand je travaille avec plusieurs projets dans la même solution, c'est que quand c'est-à-dire j'exécute, automatiquement il y aura un projet qui va être considéré comme projet de démarrage et c'est celui-là qui va être exécuté. C'est-à-dire que c'est la fonction main rencontrée dans le projet de démarrage qui va être exécutée. D'accord? Pour changer l'ordre, ce que je fais, donc bouton droit sur le projet, et set at startup project. Donc là, c'est ce projet-là qui sera exécuté en premier. Donc là, on va voir le programme de NIA. C'est l'exercice pour afficher le continue. Maintenant, on va le nommer ou bien le configurer de telle façon qu'il soit le premier. Et je vais commencer le débugage ou bien. Donc, remarquez bien que c'est le premier projet qui a été exécuté. Si je veux exécuter le deuxième, donc j'ai deux solutions. Donc, soit set as startup projet, sinon on engine debug et start new instance. D'accord? Donc là, pour ne pas se tromper, je vais le mettre en premier projet et pour l'exécution, je peux démarrer par start, je peux utiliser start without debug. Donc je vais vous montrer ou bien vous montrer tout simplement comment on peut faire le débugage avec le C#. Donc c'est pas maintenant, mais on va le voir par la suite. D'accord? Donc revenons au code de la fonction, c'est-à-dire le projet là que j'ai nommé fonction. Donc j'ai la fonction initTable, d'accord, la voilà. D'accord? J'ai dit que logiquement je dois lui passer rien, mais elle doit retourner le tableau que je vais initialiser. Donc je vais déclarer mon tableau. D'accord? Je vais l'initialiser respectivement à 3, 25, 10, 25 et 30 et je vais le retourner avec return. D'accord? Pour l'affichage, donc du fait que j'ai ajouté un test pour que l'utilisateur choisisse quelle fonction sera lancée, est-ce que celle de for ou bien de while, j'ai déclaré ou bien j'ai programmé, j'ai implémenté quatre fonctions, chacune va utiliser une boucle séparée. Donc, là, c'est le for, là, c'est le for each, le do while. D'accord, il n'y a pas de while, donc c'est do while. Donc, c'est trois fonctions. Donc, dans la fonction for, la boucle for, c'est initialisation IANDA. Donc, il faut boucler jusqu'à le dernier élément. Pour le dernier élément, donc là, j'ai passé une variable de type, un argument de type tableau sur entier. Et là, je vais récupérer la longueur du tableau, l'incrémentation, je vais afficher. Donc, console write l'affiche sur la même ligne. Le slash T, c'est pour, c'est-à-dire pour chaque affichage là, ajouter une tabulation horizontale. D'accord? C'est-à-dire j'aurai le 0, tabulation horizontale, donc un espace de 4, c'est-à-dire 4 espaces, et le deuxième affichage. D'accord? Et là,
je vais afficher le T de I pour afficher des tableaux. Donc, for each, elle est facile, simple à implémenter pour le cas des collections. Donc, for each, int, c'est-à-dire in A, chaque élément A, pour chaque passage de A, il va afficher le contenu, bien sûr, toujours. Donc, do while. Le do while, ça ajoute, donc il faut traiter donc, le pas, il faut traiter l'initialisation, c'est le problème do while. D'accord? Et ici, dans la fonction main, je vais déclarer mon tableau. Je vais le remplir ou bien l'initialiser utilisant ma fonction que j'ai déclarée. Et je vais utiliser le char donc, pour respecter l'ordre d'exécution. Donc, je vais utiliser un message, afficher un message pour aider l'utilisateur. Donc, entrée 1 pour for, 2 pour for each et 3 pour. Donc, je vais récupérer ce qui a été saisi dans la variable C, utilisant char try parse, comme on a déjà parlé d'autres fois, readline et out. Donc, là, on voit que la fonction try parse utilise ce qu'on appelle le passage par référence, utilisant le mot-clé out dans l'implémentation. Donc, switch C, si case, si c'est 1, si l'utilisateur a tapé 1, je vais faire appel à la fonction for, si c'est 2, for each, ainsi de suite. Donc le break, pourquoi j'ai utilisé le break? C'est-à-dire que si la première condition est vérifiée et cette instruction est exécutée, break, je sors de switch. C'est pas la peine de tester les autres cas. D'accord? Si j'ai besoin de tester les autres cas, il faut enlever le break. D'accord? C'est l'objectif de break pour éviter l'exécution séquentielle et de sortir de case. Je vais tester. Donc, entrée 1 pour for, 2, ainsi de suite. Je vais taper par exemple 3 et j'aurai mon affichage. D'accord? Je vais retourner le slide. Voilà l'exercice. Donc, les pointeurs. Donc, on va passer les pointeurs. Donc, en général, c'est très rarement qu'on les utilise, pour ne pas dire qu'on ne les utilise pas, mais ça existe toujours. D'accord? C'est la même utilisation que le C++, mais en C#, ils sont qualifiés comme étant unsafe, peu sûr. C'est le terme qui est utilisé. Et obligatoirement, pour utiliser un pointeur ou la notion des pointeurs dans notre code C#, il faut marquer le bloc d'instruction qui contient les pointeurs comme étant unsafe. Donc, l'instruction, le mot-clé doit être utilisé du fait que on va utiliser des pointeurs, les instructions, sinon ça ne sera pas possible. D'accord? Et de même, il faut aussi stipuler en propriété le programme pour cocher le unsafe, c'est-à-dire tout simplement, ça signifie que le développeur doit prendre ses responsabilités en utilisant les pointeurs, parce qu'on sait bien le problème avec les pointeurs et on sait bien que les pointeurs ne sont pas sûrs et qu'on peut facilement lire les adresses mémoire utilisant les pointeurs. D'accord? Donc, là, j'ai utilisé le unsafe sur la fonction main, comme je peux utiliser le unsafe juste sur les blocs utilisant les pointeurs. Donc, là, remarquez bien que l'instruction n'utilise pas de pointeur, donc ce n'est pas la peine de la marquer comme étant unsafe. De même, donc, je sais pas, on utilise donc les unsafe pour les deux méthodes, la principale et la fonction modif. Là, c'est pour dire que on mélange entre le mode géré et le mode non géré, c'est-à-dire natif de la programmation. Donc le C#, on sait bien qu'il est géré par le compilateur .NET, le framework .NET, et le framework contient ce qu'on appelle le garbage collector qui libère les cases mémoire non utilisées. D'accord? Les pointeurs signifient que l'adresse, la case, c'est-à-dire quand je définis par exemple, je ne sais pas ici, donc étoile P, c'est-à-dire que en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est pas P qui contient la valeur 100,
mais P contient, c'est-à-dire elle pointe sur, donc si on part de l'adresse mémoire, c'est-à-dire je fais simulation, là on fait appel à la fonction div, qu'est-ce que j'ai? J'ai le i, donc là on va passer le cas, je vais k égale à 30, d'accord? Et une fois je fais de l'instruction, donc qu'est-ce que je vais passer l'adresse mémoire de K. L'adresse mémoire de K, je vais la récupérer dans la case P. Donc là c'est P. Donc qu'est-ce que contient le P? C'est l'adresse mémoire. Supposons que l'adresse mémoire égale à 50, 30, 28. Par exemple, juste, je ne sais pas l'adresse mémoire, mais donc là c'est l'adresse mémoire de la case K. Donc le P va contenir 50, 30 et 28. D'accord? C'est le contenu de la case mémoire P. Donc quand j'écris étoile P égale à 100, ça signifie que c'est le contenu de la case mémoire identifié dans l'adresse mémoire et celle-là, donc là c'est plus 30, c'est 100. Donc la signification de cette écriture, d'accord? Donc là, la case mémoire ainsi que les références, donc ça peut que la case n'est plus utilisée, mais c'est-à-dire dans un certain temps, mais on en a encore besoin. Le garbage collector va, si on est la plage mémoire réservée par mon projet, va trouver que cette case n'est plus utilisée depuis un temps, il va la supprimer, l'effacer. D'accord? C'est l'objectif du garbage collector, de libérer les cases mémoire non utilisées. Donc, c'est un problème. Alors que comment je vais récupérer ou là que je vais faire le lien entre P et K dans la notion de pointeur, là, on va utiliser ce qu'on appelle donc un mot réservé fixed qui dit que la case mémoire, c'est-à-dire que je dois ajouter c'est-à-dire signaler que la case mémoire qui sera, ou le bloc qui va utiliser donc les pointeurs, je vais le marquer comme étant, maintenant, je vais le marqueur, comme étant, c'est-à-dire là c'est toujours le unsave, je l'ai ici pour les pointeurs, mais ce bloc mémoire, ce bloc d'instruction est noté comme étant fixé. C'est comme si je veux faire un verrou sur les zones mémoire qui sont utilisées dans cette instruction, ce bloc, et le garbage collector certainement n'aura pas la main sur les zones mémoire ou les plages mémoire utilisées dans ce bloc pour les supprimer et pour les libérer. Donc, ceci dit que les pointeurs existent toujours, mais il faut vraiment éviter de les utiliser parce qu'ils sont dangereux et on a d'autres alternatives à utiliser dans le C# comme le ref et les out. J'espère que vous avez bien saisi cette partie. On s'arrête ici et on se dit à la prochaine. Salam alaikum.